Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve. Alors normalement je faisais pause de YouTube aujourd'hui, mais la nuit dernière est tombé un truc dont il fallait absolument que je parle. Alors évidemment vous savez un peu ce qu'il en est vu que vous avez vu le titre de la vidéo, mais pour vous résumer, il y a une série de comics qui s'appelle TVA. Donc, vous vous en doutez, qui parle de la TVA, et qui avait été annoncé à l'époque à la San Diego Comic Con par Kevin Feige et C.B. Cebulski, qui est l'éditeur en chef de Marvel Comics. Et donc, c'est eux deux qui avaient annoncé cette série. Et donc c'est une série en 5 issues. Et dans la 3e issue qui vient de sortir là ce mercredi, la fin, c'est une bombe. C'est une bombe dans le sens où il y a des grosses questions qui se posent sur est-ce que c'est canon ou non. En soi, de base, j'aurais eu tendance à penser que non, et j'aurais pas fait de vidéo. Mais le but ici, c'est pas de faire du clickbait, donc ce que je vais faire, déjà, c'est vous présenter les deux éléments qui font que ça m'a amené à faire une vidéo, et qui font vraiment se poser des questions sur est-ce qu'il est possible que ce soit canon ou pas. Si vous décidez qu'effectivement, voilà, c'est des éléments qui en valent la peine, et ben dans le reste de la vidéo, je vais vous résumer les 3 issues donc qui sont déjà sortis de cette série et qui amènent aux gros éléments qui nous donneraient la réponse d'où est Wanda, de ce qui s'est passé avec Wanda à la fin de Multiverse of Madness et d'où elle est actuellement. Donc c'est un truc de ouf. Dès que j'ai vu passer ça vite fait sur Twitter, j'ai été lire les 3 issues, après j'ai fait des recherches, et donc, pour vous expliquer déjà, alors oui, d'abord, évidemment si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça ferait très plaisir, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ça ferait encore plus plaisir. Mais donc, pourquoi ? Alors je prends tout ça avec des pincettes, attention, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est sûr, que c'est canon ou quoi, mais voilà les éléments qui font que je trouve que ça vaut quand même le coup d'en parler et qu'on peut se poser des questions. Tout d'abord, l'artiste du comics, celui qui dessine les 5 issues, donc c'est Perez, sur son Instagram, donc il avait posté, ça c'est la cover de l'issue numéro 5, donc l'issue finale de la série qui est pas encore sortie, hein. Je vous le redis, là pour l'instant c'est la 3e qui est sortie, mais quelqu'un lui a demandé sur Insta, est-ce que c'est la Scarlet Witch de Elizabeth Olsen? Il a répondu, yup. Quelqu'un lui a demandé, est-ce que c'est la Scarlet Witch du MCU? Et là encore, il a répondu « Yup ». Donc déjà, première chose. Alors, est-ce que c'est juste ? Oui, on a repris la Wanda du MCU, mais c'est une espèce de suite alternative à Loki saison 2, parce que c'est ça. Dans la timeline, on est après Loki saison 2, peut-être. Mais il y a un deuxième élément, donc aussi, c'est qu'en fait, la personne qui écrit cette histoire, c'est une certaine Catherine Blair. Et Catherine Blair, c'est qui ? Alors ça m'étonnait parce que je connaissais pas du tout son nom. Et j'ai regardé, oui, effectivement, c'est la première fois qu'elle écrit une série de comics. Mais par contre, c'est la scénariste, en tout cas une des scénaristes. Elle est executive story editor, je crois. Donc quand même un rôle important. Elle fait partie des 3 qui sont crédités sur les 6 épisodes de la saison 2 de Loki. C'est vraiment quelqu'un de Marvel Studios qui a travaillé sur les 6 épisodes de Loki, qui est venu écrire cette série TVA. Donc, il y a cet élément-là aussi qui fait vraiment se poser des questions. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles il y a vraiment des questions qui se posent. Est-ce que vraiment Marvel aurait fait ce truc de révéler le destin de Wanda en comics et le comment ils vont la faire revenir? La question se pose. À vous de faire votre choix sur si vous voulez y croire ou non. Mais donc, maintenant je vais vous raconter, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce comics. Alors, vous pouvez le voir, donc il y a Spider-Gwen, c'est une Spider-Gwen dont l'univers a été détruit. On va vite apprendre que désormais, avec cette nouvelle TVA qui a été réformée, évidemment à la fin de Loki saison 2 par B15 et les autres, Loki a été le premier individu à être récupéré dans un univers et à être devenu un agent. C'était pas arrivé avant. Et il semblerait que donc maintenant, ils ont décidé effectivement, pourquoi pas, ces personnes qui n'ont plus d'univers, pourquoi pas les utiliser, les laisser aider justement en tant qu'agents, eux aussi, au sein de la TVA. Et donc, déjà, par rapport à ce que dit Miss Minute ici, elle va résumer un peu les événements de Loki saison 2. Donc très clairement, on comprend que les événements de Loki saison 2 sont canons à la série. Et donc il y a pas mal de références à ce qui s'est passé dans la série, au sacrifice de Loki et tout ça. Et vous pouvez voir ici
Donc voilà, Spider-Gwen dit en gros que bah elle aime bien parfois être toute seule. Elle raconte justement le fait que bah elle a plus d'endroit où aller, plus d'univers, et qu'on lui a proposé d'aider et que pourquoi pas, et que c'est dû au fait de ce qui arrive avec Loki, le fait que maintenant il puisse faire confiance à d'autres venant d'univers détruits pour aider. Et on voit d'ailleurs en bas de page que désormais il y a une statue de Loki dans la TVA, donc le nouveau qui tient les fils des timelines et du multivers. Alors vous voyez, c'est là que c'est dit justement. Il était la première recrue venant de l'extérieur. C'est ce qui a donné à B15 et Mobius l'idée de laisser les personnes errantes aider. Leur laisser une chance de pouvoir aider au sein de la TVA. Et bon, c'est sympa, on reconnaît les différents endroits de la TVA, hein, cette fameuse cafétéria avec ses parts de tartes vertes. Et on va découvrir, alors vous voyez l'agent Carter, donc c'est une équipe qui est, on va voir, hein, qui est composée de, je crois que c'est 5 individus. Le blond que vous voyez, on va apprendre plus tard, on nous laisse comprendre que c'est en fait un fils de Wolverine. Alors on sait pas de quel univers, quelle timeline, mais en tout cas voilà, c'est un fils de Wolverine qui a d'ailleurs les griffes lui aussi. Il y a un variant en tout cas de l'agent Carter qui est là, et on va apprendre quelle est un peu l'histoire de ce comics, quel va être l'enjeu, et il semblerait qu'il y a quelque chose qu'ils vont appeler le Madness, Multiverse of Madness, qui provoque ce qu'ils pensent au début être des hallucinations. Des crises de panique. En fait, les gens vont voir des choses qui les concernent, mais qui leur font extrêmement peur. Leurs peurs vont prendre vie. Donc voilà, selon les psychoses de chacun, les peurs de chacun. Sauf qu'on va vite comprendre que c'est plus que ça, parce qu'en fait, ces hallucinations n'en sont pas. Elles ont une véritable existence physique. Mais on apprend en plus que ça arrive dans plein de timelines, des douzaines de timelines, et peut-être même encore bien plus. Et donc, ils vont devoir enquêter là-dessus. Mais pour ça, ils veulent quand même agrandir l'équipe, ils estiment qu'il leur manque quelqu'un, et donc ils vont aller chercher un variant de Gambit qui est le Gambit un peu taciturne au départ, parce qu'on comprend très vite qu'en fait, dans son univers, sa Rogue est morte. Et Gambit sans Rogue, voilà, c'est un Gambit évidemment très malheureux. Mais il va accepter de rejoindre l'équipe après un petit prep talk et B15 qui va lui dire que désormais il aura accès à la cuisine, ce qui va aider à le convaincre d'aider. Et donc voilà notre équipe, composée donc de Gambit, de Spider-Gwen, et vous voyez c'est marrant avec ce pull The Mary Jane évidemment, MJ. On a l'agent Carter, on a, je crois que c'est Ingrid, qui est une agente de la TVA, et donc Hudson qui est un agent de la TVA et qui est un enfant de Wolverine. Et donc ils vont enquêter dans une espèce de fête foraine, et très vite effectivement ils vont être témoins de ces hallucinations qui vont les attaquer. Bien sûr Gambit va voir une Rogue zombie, Spider-Gwen comme elle le dit c'est une ado, donc forcément sa plus grande peur c'est elle-même. On voit justement, comme je vous disais, qu'ils ont une existence physique, et pas que pour les concerner par cette peur-là. On voit que Hudson aussi peut être frappé par la peur de Gambit. Évidemment, pour l'agent Carter, il va s'agir de nazis zombies, bien sûr. Pourquoi ça serait autre chose? Et donc voilà, il y a toute une confrontation, ça se complique, du coup ils vont réussir à s'enfuir par un des portails, vous savez, avec l'appareil de la TVA, et ils parviennent à rentrer dans leur base. Vu que tout ça avait un aspect un peu démoniaque, ils vont se dire, ce qu'il faut qu'on fasse, il nous faut des infos, vu que c'est démoniaque, faut qu'on aille chercher en enfer. Alors c'est pas exactement l'enfer, c'est une zone adjacente à l'enfer, qui en fait est le domaine de Hellstrom, qui est un personnage bien connu des comics Marvel, et qui est un fils, tout simplement, de Satan, de Mephisto. On va, du coup, apprendre, alors il va accepter de les aider, on va apprendre qu'en fait, il a conservé tous les écrits de la bibliothèque d'Alexandrie il les a tous récupérés avant son incendie. Comme il le dit, les premières flammes, en réalité, étaient les miennes, qui m'ont permis de récupérer tous les manuscrits d'Alexandrie. Dans cette partie, ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi parler de paradoxe. Ça fait référence à Deadpool et Wolverine, et dans leur théorie sur ce qui peut se passer, ils vont justement faire référence à l'appareil qu'avait construit Paradox dans Deadpool et Wolverine. Donc on voit vraiment qu'effectivement ça référence plusieurs choses du MCU. Alors encore une fois, ça peut être une sorte de suite alternative, mais il y a les différents éléments que je vous ai donnés au début qui font que c'est quand même assez intéressant tout ça.
Ils vont aussi parler de la possibilité que ce soit un mutant qui cause tout ça. En particulier un mutant de level Oméga. Donc level Oméga qui sont les mutants les plus puissants. Quand on dit un mutant level Oméga, c'est des mutants qui peuvent être des menaces planétaires, en fait. Donc, effectivement, il se trouve dans la prison, enfin dans la bibliothèque chez Hellstrom. Alors, Gambit, qui dit à Spider-Gwen, qui lui fait remarquer qu'ils sont suivis, comme vous pouvez le voir sur la case au milieu, sur la droite, on voit une silhouette, et donc il lui dit, écoute, est-ce que t'as remarqué aussi? Quelqu'un nous suit, il se passe quelque chose. Ouais, effectivement, je l'ai vu depuis un moment, moi aussi. Hellstrom les emmène à la bibliothèque, alors je trouve ça super stylé, parce que du coup, dans cette bibliothèque, il suffit de penser à un bouquin, en tout cas à un sujet, et il y a une ligne de flamme qui emmène directement là où ça se trouve. Ce qui est génial, j'adorerais ça dans la vraie vie. Genre imaginez bien, je sais plus où sont mes clés, poup, une ligne de flamme qui apparaît par terre et il n'y a plus qu'à suivre. Ça serait super cool, à partir du moment où ça laisse pas de traces de brûler ensuite, ce qui pourrait être effectivement assez emmerdant. Gambit et Spider-Gwen décident de gérer de leur côté, justement, de savoir qui les suit, qu'est-ce qui se passe, sachant que, déjà avant, on a vu une fois Spider-Gwen qui voyait dans un angle de couloir un bout de cape verte qui passait comme ça et elle se demandait qui ça pouvait être. Et ils vont se servir de l'appareil donc de la TVA pour apparaître ailleurs en pensant contourner la personne qui les suit, sauf qu'en fait la personne est plus maligne, et cette personne, il va s'avérer que c'est Sylvie. La Sylvie, donc effectivement qu'on connaît, ce variant de Loki. Alors qu'il les prend un peu de haut, qui est en mode mais vous êtes pas super malin en fait, vous êtes pas armé, qu'est-ce que vous foutez? Et c'est assez drôle, il y a ce passage où Spider-Gwen dit non mais non, faut pas croire qu'on n'est pas armé, alors moi je peux lancer des toiles, et lui il peut lancer des cartes. Ça paraît pas super cool dit comme ça, mais je t'assure qu'en fait on peut être dangereux. Et ils vont apprendre que Sylvie donc enquête elle aussi. Alors non seulement elle surveille la TVA, elle veut vérifier que que la TVA reste réglo, parce qu'on sait bien que Sylvie a quand même un certain background avec la TVA, même s'ils sont un peu réconciliés. Et on apprend qu'elle enquête aussi sur cette fameuse madness, sur cette folie. Elle aussi essaye de savoir ce que ça cache. On retourne à la TVA, on voit que Mobius remarque quelque chose, lui aussi voit une silhouette qui passe. Du côté de l'équipe dans la bibliothèque, ils vont apprendre un élément assez important. Vous vous rappelez, dans Loki saison 2, on nous disait bien que là où était l'atelier d'Ouroboros, ça se trouvait au niveau le plus bas de la TVA. Il avait vraiment mis au niveau le plus en dessous de la TVA. Et c'est pour ça qu'il mettait du temps pour y aller, machin, c'était vraiment, on l'avait mis, pour ça qu'il croisait personne, qu'il avait vu personne depuis très longtemps, depuis des siècles, parce que il avait vraiment été mis au sous-sol du sous-sol du sous-sol de la TVA. Sauf qu'on apprend là, grâce à un des ouvrages, que c'est faux, qu'il existe en réalité un niveau encore en dessous de celui de Ouroboros. Mobius, de son côté, continue à suivre donc la personne et va se faire poignarder. Il se fait poignarder, on est sur la fin de la deuxième issue. Bon, cliffhanger, Mobius en sang par terre, qui vient de se faire poignarder par une entité mystérieuse. On débute l'issue numéro 3, alors Mobius va pas très bien, il est pas mort, mais il va pas bien, il est dans une sorte de coma, en tout cas il est endormi, ce qui fait que Sylvie ne peut pas l'enchanter pour voir dans son esprit, pour voir ce qui s'est passé, parce qu'il est trop faible à ce moment-là. Spoiler, elle pourra le faire plus tard. L'équipe, évidemment, enquête sur ce qui lui est arrivé. Ils vont se rendre compte, comme vous le voyez sur la case du bas, que le câble de la caméra a été rompu pour justement qu'on ne voit pas qui avait agi, mais en même temps, ça leur dit par où il est passé, parce qu'il suffit de suivre les caméras qui justement ont été mises hors service. Ça leur donnera le trajet qui a été pris par celui qui a fait la tentative d'assassinat. Et donc ils partent tous pour essayer de savoir ce qui s'est passé, mais ils vont se retrouver face à une équipe d'agents de la TVA qui sont là pour arrêter Hudson, donc le blond que vous voyez au milieu en haut, parce que a été retrouvé dans sa chambre une arme qui pourrait s'avérer être celle qui a été utilisée pour poignarder Mobius. Alors, ce que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est que selon Doc Minute, qui est la version médecin de Miss Minute, c'est une lame très spéciale, quelque chose d'un matériau dont ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est. C'est vraiment pas juste une lame classique ou quoi, il a été poignardé par quelque chose de très étrange et très bizarre. Et donc voilà, ils accusent Hudson par rapport à ce qu'ils ont trouvé dans sa chambre. Évidemment, les autres de son équipe essayent de le défendre, même B15, on comprend vite qu'elle n'est pas convaincue, mais parce que c'est ce nouveau TVA qui se veut justement vraiment honnête, vraiment qui fait les choses bien,
bah même même s'ils ont confiance en lui, ils peuvent pas faire un traitement de faveur. Donc ils sont obligés de suivre les procédures. L'équipe va donc essayer de trouver un moyen d'innocenter leur ami, et on a Spider-Gwen qui elle veut vraiment se rendre dans cet étage mystérieux qui se trouverait en dessous de chez Ouroboros. Alors B15 est contre. On comprend en plus que Spider-Gwen a des visions qui justement lui montrent cette zone, en tout cas le chemin à prendre pour aller vers ce niveau caché. Sylvie va pouvoir enfin lire dans l'esprit de Mobius, parce qu'il va un petit peu mieux, même s'il n'est pas encore réveillé de son coma, mais en tout cas il est assez solide pour qu'elle puisse le faire sans que ça cause de problème. Et donc ouais, Spider-Gwen leur raconte qu'elle a des visions, qu'elle a des rêves d'elle qui se dirigent vers ce niveau caché, mais comme je vous disais, B15 lui dit non, faut qu'on fasse autrement, c'est bizarre ton histoire, c'est des visions, on essaye de nous amener vers là-bas, c'est peut-être un piège, donc on va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe. Donc elle lui interdit d'y aller. En même temps, on a Gambit qui va discuter avec Hudson, qui est dans sa cellule, et justement c'est à ce moment-là qu'on apprend, qu'on a la confirmation qu'il est en fait un fils de Wolverine. Et Spider-Gwen n'écoute bien sûr pas ce qu'on lui a dit, décide de se rendre vers ce niveau caché, et comme elle le dit, mais si c'est que des hallucinations, ce que j'ai eu effectivement, pourquoi le code que je vois dans mes hallucinations pour la porte fonctionne dans la vraie vie? Et elle va rentrer donc dans cette pièce cachée, secrète, que tout le monde avait oublié d'activer, et là, elle va trouver Wanda. Et une Wanda, quand on regarde, qui vraiment est la Wanda du MCU. Attendez, je vous montre ça. Et on voit même qu'elle a le bout des doigts. Elle a le bout des doigts noirs, encore. Elle a le bout des doigts noirs, donc vraiment la Wanda qui s'est servie du Darkhold. Et la tenue, elle a la tenue de la Wanda du MCU, et donc elle serait donc cette espèce de je sais pas, tube cryogénique. On voit en plus de la fumée par terre, on voit la machine là, donc ça a l'air d'être ça, une espèce de machine cryogénique qui la garde comme ça dans une espèce de stase, et donc Wanda serait en fait gardée dans le sous-sol de la TVA. Et du coup on peut se dire, si effectivement on se dit que c'est canon, ça pourrait être que le flash qu'on voit au moment où le temple de Wundagore, vous savez, à la fin de Multiverse of Madness, quand le temple s'écroule, ce flash qu'on voit, ça serait donc la TVA qui serait intervenue, qui serait apparue pour récupérer Wanda. Alors, plein de choses possibles. Est-ce que la TVA l'a récupérée parce que, même si elle est très dangereuse, c'est un être Nexus, on sait qu'il y a ces idées-là qui traînent dans le MCU, et donc ça serait important de la garder vivante quand même, qu'elle aurait une importance dans la fabrique de la réalité. Et d'ailleurs, à propos de réalité, je l'ai pas dit, mais on découvre à un moment vers la fin qu'est-ce qui a été utilisé pour poignarder Mobius, et il s'avère que c'est un éclat de réalité, un reality shard comme ils disent en anglais, qui serait donc une espèce d'éclat de pierre de réalité. Et faut se rappeler d'ailleurs, alors c'est un terme qui m'a un peu laissé dubitatif. Je sais pas si ça a déjà été référencé dans le MCU, des éclats de pierre de réalité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Mais en revanche, dans le premier Doctor Strange, il y avait des éclats d'espace-temps. Les antagonistes se servaient, le truc dont ils servaient comme arme, c'était des éclats d'espace-temps. Donc je sais pas si c'est lié, si c'est un peu le même truc. Et donc ce qu'ils disent, c'est que ça serait la présence de ces éclats de pierre de réalité qui provoquerait peut-être ces hallucinations dans les différentes timelines. Alors, ce qui est un peu étonnant, parce que de base, normalement, les pierres d'infinité n'ont pas d'effet dans la TVA, mais en même temps, on sait que les blocages sur la magie et tout ça avaient été enlevés dans la TVA, donc peut-être que du coup, effectivement, maintenant, c'est quelque chose qui a changé. Mais bon, vraiment, voilà, je voulais vous raconter ça parce que ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et vraiment, on peut se poser la question, est-ce que c'est totalement canon au MCU, ou est-ce que c'est une idée qui pourrait être utilisée dans le MCU? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous. Voilà, je vous ai donné les éléments tels qu'ils sont. Le but, c'est pas de vous vendre du rêve en mode, c'est sûr, on a la réponse, mais la question peut vraiment se poser, je trouve. Donc voilà, très curieux de savoir ce que vous en pensez. Sur ce,
Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez curieux. Ciao ciao.